Bonjour à toutes et à tous. Je vais déjà nous présenter. Donc, moi, je suis le docteur Catherine Peigné. Je fais partie de l'équipe d'anesthésiste du centre Alexis Vautrin, où je travaille depuis 4 ans et demi maintenant, après avoir travaillé longtemps à l'hôpital. Et donc, j'ai découvert l'hypnose parce que c'est vraiment un sujet d'actualité dont on parle beaucoup dans nos congrès d'anesthésie, avec un gros développement dans cette voie-là. Et puis aussi grâce à Rémi, qui va prendre la parole après et vous faire cette présentation, qui s'est donc formé à l'Institut français d'hypnose pendant 2 ans et qui travaille avec nous pour certaines. Il vous en parlera tout à l'heure. Depuis maintenant plus d'1 an. Et voilà. Donc Rémi Etienne est infirmier, donc hypnothérapeute diplômé. Et il travaille ici au secteur d'oncologie et soins palliatifs. Et donc je vais lui laisser la parole si tu veux rajouter quelque chose pour cette présentation. Merci. Eh bien, écoutez, merci à tous et à toutes d'être là. C'est un sujet, effectivement, comme l'a dit Catherine, qui passionne, qui commence progressivement à rentrer dans nos pratiques. Alors oui, je travaille effectivement en tant qu'infirmier à temps partiel en secteur de soins, dans un service de soins de support où on fait effectivement beaucoup de prise en charge palliative. Et en plus, j'ai un temps partiel en tant qu'hypnothérapeute où je propose des séances d'hypnose dans différents contextes, dans différents cadres, que je vais vous exposer maintenant. Donc, je vous ai fait une petite présentation vraiment pour vous compreniez déjà ce que c'est que l'hypnose. Peut-être certains d'entre vous sont sensibilisés déjà à la pratique, d'autres moins. Donc j'ai vraiment voulu refaire un petit historique déjà de la pratique de l'hypnose et puis surtout montrer comment moi je la propose en secteur de soins. Donc j'ai mis un petit dessin humoristique déjà pour un peu exposer l'inconscient collectif des gens sur leur représentation de l'hypnose, c'est-à-dire tout ce caractère de manipulation, tout ce que cela peut renvoyer aux gens sur l'emprise, sur la perte de contrôle. Alors justement, le long de cet exposé, je vais vous montrer que l'hypnose c'est pas du tout ça. Hein. C'est donc juste pour débuter. Donc les définitions. La définition de l'hypnose, si on prend des définitions de dictionnaire, définition type, si on prend la définition du Larousse, technique propre à induire un état de sommeil partiel, différent du sommeil habituel. Donc voilà, déjà avec ça, on sait pas trop cela, vers quoi ça nous renvoie. Et pour le petit Robert, état voisin du sommeil provoqué par des suggestions, des actions physiques ou mécaniques, ou par des médicaments hypnotiques. Donc là, on en sait encore moins sur la pratique de l'hypnose. Donc c'était important de les mettre parce que je pense que pour les gens qui ne sont pas du tout initiés à la pratique, ça nous renvoie essentiellement à ce genre de définition. Sommeil, différent du sommeil, provoqué par des suggestions. Je pense que pour tout le monde, l'hypnose, en gros, la majorité des personnes, ça renvoie à ce genre de thème. Donc qu'est-ce que l'hypnose ? Donc maintenant on en arrive à l'explication, notre explication de l'hypnose, ceux chez qui on a été formés à l'Institut français d'hypnose. Donc déjà c'est un état naturel. L'hypnose c'est un état naturel qui nous renvoie systématiquement à des états qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Je vous donne un exemple, vous prenez votre voiture, vous partez d'un point A à un point B. Vous arrivez au point B et vous vous dites mince, j'ai pas pensé une seule seconde au trajet que j'ai effectué, j'étais dans mes pensées. Et finalement, le temps est passé très vite, je n'ai pas fait attention au trajet, je suis arrivé à destination. Donc ça, c'est une forme d'hypnose, c'est un état naturel qu'on a déjà en nous. Donc c'est une première chose, c'est un état modifié de conscience. C'est-à-dire que c'est un état qui diffère quand même de l'état de veille habituel et de l'état de sommeil. On peut dire que c'est un état intermédiaire, mais qui exploite en même temps les deux propriétés. C'est-à-dire qu'on aura l'état d'hypervigilance dans la veille, où on pourra effectivement contrôler ce qu'on fait, et un état moins vigile, pendant lequel effectivement on va plus laisser son imaginaire, son inconscient s'exprimer. En hypnose, on utilise également effectivement l'emploi du langage verbal et non verbal, c'est-à-dire que en hypnose, pour induire un état hypnotique, on va effectivement utiliser notre parole, notre état de communication, et en même temps des gestes et des positionnements, et que je vais vous exposer par la suite, qui ont tout à fait leur importance dans la pratique. On dit que c'est un processus dynamique, puisqu'il diffère complètement de la relaxation, puisque la relaxation, on recherche plutôt un lâcher-prise. En hypnose, finalement, l'état est plutôt dynamique et est très actif. C'est-à-dire que le patient, il est perpétuellement en état d'activité. Ce qu'on lui suggère, toutes les choses qu'on va lui proposer, finalement, vont différer complètement de la relaxation, où la relaxation cherche un abandon.
On dit également qu'il y a une spécificité des hémisphères cérébraux, puisque on sait très bien on a deux hémisphères cérébraux, un hémisphère droit qui est plus en rapport avec l'état inconscient, avec des pensées plutôt abstraites, et un cerveau gauche plutôt cartésien, plutôt rationnel, avec lequel on va plutôt utiliser dans la vie de tous les jours. On dit aussi que c'est une veille paradoxale. En fait, c'est plein de petites définitions, si vous voulez, qui vont regrouper effectivement ce que c'est que l'hypnose. Et au fil de l'exposé, ça va se préciser un petit peu plus. Donc des grandes généralités, puisque effectivement, c'est des questions que tout le monde se pose quand on parle d'hypnose. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Est-ce que je suis hypnotisable? Donc tout le monde est potentiellement hypnotisable. Il n'y a pas de gens qui le sont. Il y a des gens qui le sont plus et d'autres moins, mais ça va plus jouer en termes de représentation de la pratique et d'histoire personnelle des gens. On ne peut pas aller à l'encontre de la morale du sujet, c'est-à-dire qu'en hypnose, on ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe qui. Souvent, c'est la question qu'on peut se poser, est-ce que vous allez me faire n'importe quoi? Est-ce que je vais perdre le contrôle pendant la séance? Est-ce qu'il va se passer quelque chose d'inattendu? Est-ce que ça va faire ressurgir des choses en moi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, effectivement, en tout cas dans nos pratiques, aller à l'encontre de la morale du sujet. On ne peut pas lui demander de faire quelque chose que sa morale réprouve. On sait effectivement maintenant que l'hypnose, elle est prouvée scientifiquement grâce à l'imagerie cérébrale. Il y a des études très intéressantes de Pierre Rainville qui montrent effectivement l'activité du cerveau sous hypnose, qui montrent que c'est effectivement un état spécifique, un état qui diffère de la veille et du sommeil. Et encore une fois, la profondeur de la transe hypnotique n'est pas un gage d'efficacité. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous aurez à la fin de la séance, il y aura une amnésie de la séance où il se sera passé des phénomènes très importants pendant la séance que finalement ça sera plus efficace. Donc c'est vraiment important, ces 4 points essentiels déjà pour démystifier un petit peu la pratique, puisque c'est pas l'hypnose n'est pas magique, comme on va le voir tout de suite. Donc l'historique, un peu d'historique quand même pour recadrer un peu l'hypnose, pour voir comment on en est arrivé à l'heure actuelle. Donc déjà les Sumériens, moins 4000 avant Jésus-Christ, qui l'utilisaient. Encore une utilisation qu'on peut retrouver dans certaines tribus avec des transes chamaniques qu'on peut retrouver notamment en Amérique latine ou même en Afrique centrale, où effectivement là, l'hypnose, elle va surtout être représentée par l'intermédiaire d'instruments de musique, de rythme, de répétition. Et en fait, c'est cette focalisation sur la répétition qui va souvent induire des états hypnotiques. Donc c'est une technique qui est complètement différente de ce qu'on fait actuellement, mais il faut bien comprendre qu'on n'a rien inventé et que l'hypnose, ça ne surgit pas du 19e siècle. Ensuite, au 18e siècle, apparaît Franz Anton Mesmer, c'est un médecin viennois autrichien, qui lui, en fait, propose l'hypnose. Alors, à l'époque, on ne parle pas d'hypnose, on parle de magnétisme. C'était notamment du magnétisme animal. En fait, Franz Anton Mesmer partait du principe qu'en fait, on avait tous en nous un magnétisme animal. Il partait aussi du principe qu'il y avait un magnétisme minéral, c'est-à-dire que les objets, les pierres avaient ce magnétisme minéral et que les êtres humains possédaient en eux un magnétisme animal. Franz Anton Mesmer, il avait construit un grand bac comme ça rempli de limailles de fer où les gens s'attachaient après cette limaille en rond. Il y avait de la musique pendant ces inductions. Et lui se croyait porteur d'un fluide, si vous voulez, magnétique, qui pouvait induire des états d'hypnose. Alors on en est vraiment très loin à ce qu'on est actuellement, mais vraiment comprendre qu'à la base, l'hypnose, elle est née vraiment des théories du magnétisme. Ensuite, il y a le marquis de Puységur, un de ses condisciples qui arrive un peu plus tard, qui lui, en fait, propose l'hypnose, sauf que lui, ça diffère un petit peu parce qu'il ne se pense pas, si vous voulez, comme un vecteur de l'état hypnotique. Il pense que le patient, lui-même, est simplement acteur de cet état. Il possède en lui un magnétisme qui peut l'induire dans cet état. Ce qui est complètement différent de Franz Anton Mesmer qui pensait posséder une technique pour induire à chaque fois. Donc marquis de Puységur, un peu plus humaniste. Ensuite, il y a l'abbé Faria. Donc l'abbé Faria, lui, c'est encore différent. C'est le premier courant imaginationniste. C'est-à-dire que lui part du principe qu'il n'y a aucun pouvoir magique. C'est le sujet qui provoque, si vous voulez, cet état par sa propre imagination, par son propre imaginaire. Une petite parenthèse aussi après, pour James Braid, le premier médecin, un chirurgien anglais, à l'utiliser en fait notamment pour les inductions opératoires. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésion comme maintenant, il y avait les débuts du chloroforme, mais c'était vraiment les prémices. Et James Braid en fait utilise l'hypnose. Alors pour lui, l'hypnose, c'est un sommeil nerveux. C'est-à-dire que c'est une induction brutale qui va induire le sommeil. Il n'y a pas du tout de préambule, il n'y a pas du tout d'introduction. On est vraiment sur quelque chose de radical d'emblée. Donc lui, il utilisait notamment soit des bruits très forts,
soit des inductions directives comme on peut retrouver maintenant à type de fixation d'un point, fixation du pendule, qui est resté un petit peu dans l'inconscient collectif aussi. Et ensuite, quand même un petit hommage à nos médecins nancéens. Ambroise Auguste Liébaud, médecin français à Nancy, donc qui est l'initiateur d'une autre école qu'on connaît très peu, c'est l'autre école de Nancy, l'école d'hypnose, où là effectivement on va poser les premières bases de l'hypnose moderne, où Ambroise Auguste Liébaud part du principe, il reprend les courants de l'abbé Faria, les pensées de l'abbé Faria. Sauf que lui s'oriente plus sur la part de suggestion, c'est-à-dire on utilise des suggestions pour induire un état d'hypnose. Jean-Martin Charcot, je l'ai mis, même si c'est celui qui, on va dire que c'est pas celui qui rend le plus hommage à l'hypnose, puisque pour lui, l'hypnose, Jean-Martin Charcot, donc célèbre clinicien et neurologue français, l'état d'hypnose, c'est un sommeil pathologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en état d'hypnose, c'est souvent en plus en rapport avec la pathologie hystérique, c'est-à-dire que l'hypnose est la manifestation clinique de l'hystérie. Donc on va dire qu'à l'heure actuelle, il nous a pas trop rendu service, même si malheureusement c'est un peu ce qui reste encore dans l'imagination des gens. On nous parle souvent de Jean-Martin Charcot et de Freud, alors que c'est pas des gens qui ont forcément marqué le courant. Ensuite, il y a Hippolyte Bernheim, encore un médecin neurologue français nancéen, qui lui a vraiment écrit beaucoup sur l'hypnose, beaucoup sur les suggestions. Il a apporté beaucoup à l'heure actuelle aux théories modernes de l'hypnose, notamment sur la suggestion, mais en les appuyant un peu plus, en les décrivant. Il a vraiment apporté beaucoup d'eau au moulin. J'ai pas mis volontairement Freud, parce que il y a tellement de monde à citer et puisqu'il a peu marqué la pratique d'hypnose, mais en même temps, effectivement, Freud a passé 6 mois à Nancy, aux côtés d'Hippolyte Bernheim. Il l'a utilisé au début de sa pratique sur Vienne, il a utilisé 6 mois de temps, et puis il l'a abandonné, parce que pour lui, c'était pas une bonne solution, mais il le reconnaît notamment dans un de ses livres, où il avoue effectivement que l'hypnose a posé les premières bases de la psychanalyse. Et ensuite, rendre hommage finalement à celui qui a posé les dernières bases de notre pratique, c'est Milton Erickson, un psychiatre américain, qui a complètement changé la pratique de l'hypnose, puisqu'il en a fait quelque chose de très vivant, de très permissif. Puisque l'hypnose, depuis le début, c'est quelque chose de très directif. C'est-à-dire que c'était beaucoup je veux que vous dormiez, vous allez vous sentir de plus en plus somnolent. Voilà, on était vraiment dans des termes très directifs, où on laissait finalement peu de mobilité aux gens, peu de place à l'imaginaire. Tandis que Milton Erickson, il a vraiment introduit des techniques un petit peu indirectes de communication, où finalement le patient est très acteur dans l'induction de sa transe hypnotique, comme on va le voir. Et c'est la présentation que je vais vous faire sur comment fonctionne l'hypnose. C'est vraiment lui qui les a proposés au départ. Donc voilà un petit peu le schéma d'une séance type d'hypnose. Donc on va vraiment décrire par la suite chacune des cases. J'ai volontairement utilisé cette forme de triangle renversé d'entonnoir pour vraiment montrer comment s'instaure une séance d'hypnose. Donc tout d'abord, les précautions d'usage. Donc les précautions d'usage, c'est des précautions qui visent effectivement à rassurer le patient sur le déroulement d'une séance d'hypnose. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas d'emblée démarrer une séance comme ça à quelqu'un. Le but, c'est pas d'intervenir dans la rapidité, sauf sur certaines situations. Mais effectivement, normalement, on prépare une séance. C'est pas quelque chose qui est imposé. Donc on fixe déjà l'indication. C'est-à-dire qu'il y a des indications, comme pour toute pratique. L'hypnose, c'est une bonne indication, surtout en complément, notamment en douleur, hein, je parle vraiment de ce que je connais, en douleur chronique, c'est un bon complément, si vous voulez, aux thérapies médicamenteuses ou autres. On dépiste les contre-indications, parce qu'il y en a aussi. C'est-à-dire que si vous voulez, pendant une transe hypnotique, on va souvent arriver à un état de dissociation du sujet. Le sujet va se sentir un peu ici et en même temps un peu ailleurs. Et du coup, il y a certaines pathologies, notamment dans la schizophrénie ou la paranoïa, où l'hypnose est fortement déconseillée, puisqu'on dissocie un sujet. On sait que les patients schizophrènes sont déjà très dissociés, et le but, c'est pas non plus d'accentuer ce phénomène dissociatif. Donc on rassure le patient en lui décrivant une séance type, on démystifie la pratique, parce que alors là, j'ai envie de dire, c'est le travail le plus important dans les précautions d'usage, puisque dans la représentation de ce que je peux entendre des patients, de ce qu'est l'hypnose, c'est mais qu'est-ce que vous allez me faire, mais qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais être moi-même, est-ce que je vais pas vous dire des choses que vous ne devriez pas savoir. Alors, effectivement, c'est toujours vraiment ces mêmes termes qui reviennent.
Et effectivement, on propose des objectifs et on programme le nombre de séances, puisque l'hypnose, elle est reconnue comme thérapie brève, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas de s'étaler sur des années de séances. En général, on dit thérapie brève, on fait de 5, 6, 7, 8 séances. Le but, c'est vraiment de pouvoir arriver à quelque chose d'intéressant sur un laps de temps assez court. Donc l'anamnèse, ou recueil de données, elle sert à préparer une séance d'hypnose auprès des patients, donc en utilisant plusieurs informations. Donc déjà dépister le retentissement du problème dans sa vie personnelle. Est-ce que c'est une douleur? Est-ce que c'est des bouffées de chaleur? Est-ce que c'est des nausées? Est-ce que c'est des vomissements? Est-ce que c'est simplement une angoisse? Même si c'est pas une chose que moi je traite, mais notamment sur les symptômes, par exemple, le retentissement de ces symptômes sur sa vie. Ensuite, repérer son canal sensitif, puisque dans cette salle, on a tous un canal de prédilection sensitif. Il y a des gens qui seront plutôt visuels, on sait maintenant. Donc le V, VACOG, je vais vous expliquer. V pour visuel. Des gens qui sont plutôt auditifs, qui vont plutôt avoir une sensibilité auditive. En général, on les reconnaît, c'est des gens qui sont souvent très, très amateurs de musique, qui sont très sensibles au bruit. Par exemple, dans une salle, il va y avoir un gros bruit, c'est les premiers qui vont se retourner alors que les autres vont même pas y prêter attention. Et on a aussi le cas pour kinesthésique, c'est des gens plutôt sensitifs, donc c'est des gens qui seront plutôt dans la sensation, dans le toucher, dans l'intuition. Et OG pour olfactif gustatif. Donc souvent les kinesthésiques sont aussi olfactifs et gustatifs. On les reconnaît puisque effectivement dans leur vocabulaire, ils emploient souvent et ils utilisent souvent des mots qui rappellent la sensation, qui rappellent la kinesthésie, c'est-à-dire, eh bien, écoutez, un exemple. Aujourd'hui, je me sens vraiment fatigué. Le verbe sentir répété à plusieurs niveaux peut laisser supposer que le patient est kinesthésique. Pareil pour le visuel qui va dire je vois ce que tu veux dire, ou l'auditif qui va dire j'entends bien. Voilà, vraiment, c'est toujours cette utilisation de termes qui est très importante à dépister pendant le recueil de données, puisque c'est vraiment déjà ça qui va nous donner une orientation sur comment déjà on va parler au patient, ce qu'on va utiliser comme terme, parce que ça sert à rien que je lui parle en termes de visuel si c'est un pur auditif. Déjà, il va avoir une petite discordance. Ensuite, on va recueillir un souvenir agréable, c'est-à-dire que souvent je demande aux patients de me retranscrire un souvenir agréable qu'ils ont pu vivre. Alors souvent je leur demande un souvenir qui n'est pas trop chargé en émotions. C'est vrai qu'on retrouve souvent, il y a beaucoup de patientes notamment qui me disent moi mon meilleur moment c'était mon accouchement. Alors c'est vrai que c'est un peu délicat de pouvoir retranscrire un accouchement, c'est quand même quelque chose qui est très personnel. Alors souvent je leur demande un souvenir plus neutre, une balade en forêt, un souvenir de vacances à la plage ou un moment simplement en famille ou entre amis. Et ensuite, on va fixer des objectifs avec le patient, c'est-à-dire qu'est-ce que le patient souhaite. C'est-à-dire qu'on va déjà ne pas lui promettre un résultat à 100%, puisqu'il n'y a pas de bon résultat, il n'y a pas de résultat complet. On va simplement lui expliquer que l'hypnose, elle va servir surtout à moduler son ressenti. Elle va pas servir à balayer le problème. L'hypnose, elle gomme pas dans le cerveau les problèmes, elle gomme pas les douleurs, elle gomme pas les souvenirs, les traumatismes et autres problèmes. Elle permet simplement de le supporter différemment. Ensuite, on va arriver à la phase d'induction. On l'appelle aussi la porte d'entrée, c'est-à-dire que c'est ce qui va nous permettre d'accéder à l'état hypnotique. Sans cette phase-là, le patient ne peut pas entrer en état d'hypnose. Alors, c'est une phase qui est très importante puisqu'elle permet vraiment de reprendre complètement toutes les techniques qu'on utilise pour induire un patient. Elle permet d'accéder à un processus hypnotique. Donc, elle regroupe un ensemble de techniques qui permet de créer une dissociation. L'induction permet de créer la dissociation. C'est-à-dire que sans cette phase-là, il ne peut pas y avoir de dissociation, et s'il n'y a pas de dissociation, il ne peut pas y avoir de résultats thérapeutiques. Donc si vous voulez, c'est un ensemble de techniques, elles sont vraiment très nombreuses, j'en ai mis quelques-unes que je vais vous expliquer. Par exemple, pour induire un patient, on va utiliser une technique, par exemple, qui s'appelle le Yes Set. C'est un exemple, on peut vraiment soit les utiliser toutes, soit en utiliser qu'une. L'hypnose, c'est vraiment une boîte à outils qu'on se sert à un moment donné pour un problème donné. Donc le Yes Set, par exemple, c'est ce qu'on appelle une succession de oui, succession d'affirmations. C'est-à-dire que, par exemple, pendant une séance, un patient va lui dire eh bien, vous êtes confortablement installé, et à mesure que vous êtes confortablement installé, vos muscles sont plus détendus. Et comme vos muscles sont plus détendus, votre respiration, elle se fait plus confortable. Donc c'est une succession de logiques imparables, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis bien installé sur un fauteuil, effectivement, le patient est détendu, et c'est prouvé en communication que plus on arrive à une succession de oui importante et si vous voulez, rapide, plus finalement la suggestion finale, c'est-à-dire au moment où on va lui demander finalement de fermer les yeux ou simplement de se détendre plus profondément, elle va être acceptée. Donc ça, c'est une technique. Il y a le saupoudrage. Le saupoudrage, c'est l'utilisation de mots qui rappellent la détente perpétuellement. Vous êtes
installé d'une façon très confortable, tandis que les muscles de vos bras sont détendus plus profondément. Vous pouvez sentir une détente s'installer. C'est vraiment des mots qu'on va saupoudrer, comme le terme l'indique, progressivement dans la séance pour donner vraiment un caractère de détente, installer vraiment un climat de détente et de confort. Ensuite, il y a la ratification ou la dissociation. Alors, la ratification, si vous voulez, c'est une technique qui va permettre, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est une technique qui va permettre finalement à l'inconscient de comprendre qu'effectivement il se passe quelque chose. Notamment chez des patients qui ont beaucoup de mal à lâcher prise, qui se disent l'hypnose chez moi ça va pas marcher, ou je suis quelqu'un qui est vraiment tout le temps dans le contrôle. La ratification, elle a son utilité. Alors comment ça fonctionne? La ratification, c'est qu'on va suggérer par exemple à un patient un phénomène idéomoteur. On va lui suggérer par exemple que son bras se sent plus léger. On va suggérer ce qu'on appelle une lévitation de la main. La lévitation de la main, elle permet vraiment, outre le caractère spectaculaire des observateurs, elle permet vraiment de donner un petit peu une confirmation à l'esprit du sujet qu'effectivement il est en train de se passer quelque chose et quelque chose qu'il ne maîtrise pas forcément. Alors pendant la séance, la main effectivement peut se lever sans que le sujet ait un regard critique dessus. Alors effectivement, si c'est quelque chose qui lui fait profondément peur, il va jamais le faire. Mais si la détente est confortablement installée et si le sujet est bien en confiance, en général sa main va se lever pendant la suggestion. Si cette main se lève, elle va venir confirmer l'état hypnotique. Et vu qu'elle confirme l'état hypnotique, ça nous rassure dans notre exercice, mais surtout ça va confirmer l'efficacité. Ensuite, la phase dite thérapeutique ou phase de dissociation psychique. Donc j'ai rappelé un petit peu ce qu'était la dissociation psychique. C'est phase durant laquelle on cherche à obtenir un état, c'est déjà une rupture dans l'unité psychique du sujet. Donc c'est cette sensation qu'on a des fois d'être à la fois ici et ailleurs. Donc cette sensation-là, je l'ai évoquée quand on conduit par exemple. Je suis ici dans ma voiture, mais en même temps je suis ailleurs dans mes pensées. C'est quand on est en train de lire un livre, je lis mon livre, je lis le texte, mais en même temps je suis ailleurs puisque je suis dans mon histoire. Donc cette dissociation psychique, elle est très importante puisque le sujet n'est pas dans un état où il va penser sans arrêt à ce qu'on est en train de faire. Il va être dans un état d'écoute passive où il va entendre notre voix, mais en même temps il va être dans un état d'imaginaire, un état de libération. Et cet état-là, il est très important. Donc comme je l'ai mis en dessous, la recherche de cet état permet une perception sensorielle plus large et différente de l'ordinaire. C'est en ça qu'elle est très importante. C'est la phase la plus essentielle d'une séance d'hypnose. Ensuite, les suggestions thérapeutiques. Donc, c'est les suggestions qu'on va amener. J'ai rappelé la définition de la suggestion selon Hippolyte Bernheim. La suggestion, c'est une idée qui se transforme en acte. Donc, les suggestions, elles sont employées vraiment à chaque étape du processus hypnotique. Elles sont soit, elles peuvent être directes, c'est-à-dire qu'on va suggérer quelque chose au patient, soit elles vont être indirectes par l'intermédiaire d'utilisation, par exemple, de métaphores. C'est-à-dire qu'on va simplement lire une histoire, ou à la fin de cette histoire, ou à la fin du souvenir qu'on a retranscrit du patient, on va l'utiliser en y ajoutant une petite dose de fantaisie, une petite dose de morale, un peu comme les contes en fait, si vous voulez, où à la fin des contes il y a toujours une morale. Et finalement, c'est l'utilisation de ce conte ou de cette morale qui va être thérapeutique. Donc il y a 3 catégories de suggestions. Il y a direct simple. Donc les suggestions directes simples, c'est les suggestions qu'on pouvait retrouver au 19e siècle. Je veux que vous dormiez maintenant et tout de suite. Donc là, le sujet, il n'a pas le choix. C'est soit il dort et pour le coup, c'est quasiment plus du tout utilisé. Il y a les directs camouflés, donc là elles seront directives, mais sans forcément que le patient s'en rende compte. C'est-à-dire, je ne sais pas si vos yeux vont se fermer maintenant ou dans une minute. Donc, de toute façon, c'est un choix illusoire. Les yeux vont se fermer. Si ce ne sera pas maintenant, ce sera dans une minute. Et un direct simple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pourrez ressentir que vos yeux se font plus lourds, plus confortables. Et je ne sais pas à quel moment arrivera Vraiment, là, les suggestions directes simples, on est sur quelque chose de très permissif, où le patient, il a une grande liberté d'action. Voilà, j'en ai redonné la définition. Donc, suggestion directe simple, vous allez fermer les yeux. Comme vous êtes détendu, vos yeux sont plus fatigués, vous allez les fermer. Ça, c'est suggestion directe camouflée. Et suggestion indirecte simple, vous pourrez, quand vous le souhaitez, fermer vos yeux pour plus de confort. Vraiment, on est sur trois types d'utilisation. Alors nous, en hypnose actuelle, en hypnose ericksonienne, celle qu'on pratique notamment au centre Alexis Vautrin, on utilise essentiellement les 2 dernières. La première, on la met complètement de côté. Les suggestions post-hypnotiques, c'est-à-dire qu'à la fin de la séance, quand la séance est bien terminée, une fois qu'on a eu l'induction, qu'on a eu la phase de dissociation
avec utilisation des termes du patient. On va utiliser ce qu'on appelle des suggestions post-hypnotiques. C'est les suggestions qui vont nous permettre de donner un caractère durable à la séance. Parce que souvent on me demande, oui mais c'est bien beau, je fais une séance d'hypnose, mais après la séance, une fois que je serai plus en état d'hypnose, je vais continuer à avoir mal. Alors le but il est pas là, effectivement, c'est notamment en douleur chronique. Le but c'est de donner des suggestions de confort qu'on va mettre en fin de séance et qui vont permettre de faire durer l'état de confort, notamment en douleur chronique. On utilise une technique qui s'appelle le gant anesthésiant. On fait imaginer à la personne qu'elle porte un gant. Ce gant, qui peut avoir la couleur et la structure qu'elle lui donne, a une propriété particulière, c'est qu'il permet d'engourdir et de détendre n'importe quelle partie du corps. Alors effectivement, si je vous dis ça maintenant, là vous me dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais en état d'hypnose, ça marche très bien. Et cette main-là va être amenée sur la zone douloureuse. Si c'est une névralgie de la face, le patient, pendant la séance, va commencer à se caresser les zones les plus inconfortables. Si c'est une douleur au niveau abdominal, il va commencer à passer la main et le fameux gant imaginaire au niveau abdominal. Et vraiment sur toutes les zones, c'est possible d'utiliser cette technique. Et on est vraiment sur ces pratiques-là. Le repérage. Alors vous allez me dire comment on sait qu'un patient est bien en état d'hypnose. Alors il n'y a pas d'état d'hypnose à 100%, on peut pas affirmer qu'un patient est 100% en état d'hypnose, mais il y a quand même des signes cliniques qui nous donnent des bonnes indications. Notamment la déglutition répétitive. Quand on est en état d'hypnose, le patient déglutit très rapidement, successivement. Il y a des mouvements oculaires qui peuvent s'apparenter à des battements de paupières très rapides. Il y a même des larmes parfois, des larmes qui sont pas du tout en rapport avec une émotion, c'est des larmes de relâchement qu'on peut même ressentir quand on est sur une fixation prolongée sur un point. Et il y a surtout un critère qui est très important à la fin de la séance, c'est la distorsion du temps. C'est-à-dire que le patient, à la fin, il va se réveiller. On va lui dire combien de temps a duré la séance. On n'est jamais finalement sur une perception exacte. C'est-à-dire que une séance qui aura duré 1 heure, il aura duré par exemple 10 minutes pour un patient, ou inversement. Une séance qui aura duré 10 minutes pour un patient, pour le soignant, aura duré 1 heure pour le patient. On est toujours en complète différence, et ça c'est un bon signe qu'on était en état d'hypnose. C'est un peu on exploite un peu le principe que je vous évoquais au départ de la voiture, le trajet en voiture, qu'on voit pas le trajet puisque on était dans nos pensées. Et on utilise ce qu'on appelle un signaling. C'est un terme anglais, on aurait pu l'appeler autrement, mais c'est vrai que ça permet vraiment de confirmer que le patient est dans un confort. C'est-à-dire que pendant l'accompagnement en hypnose, on va lui suggérer, par exemple, si vous êtes dans un état confortable et que vous êtes bien à ce moment où je vous parle, vous pourrez me le signaler en bougeant simplement l'un de vos doigts. Et là, par exemple, le patient, il va, sans que ça lui demande un grand effort, au bout d'un certain temps, il y a toujours un décalage entre la demande et ce que le patient fait vraiment, il y a souvent un doigt qui se lève. S'il se lève pas, c'est qu'il n'est pas confortable. Et on peut lui demander pendant une séance, on peut lui parler pendant la séance pour lui demander s'il n'est pas confortable, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Il faut toujours l'accompagner, ça c'est important parce qu'on fait pas une séance les séances qui durent entre 30 minutes et 45 minutes, surtout notamment en douleur chronique. On peut pas laisser le patient jusqu'à la fin et à la fin il nous dit mais ça n'a pas été du tout, je me suis senti angoissé, oppressé et j'ai pas pu vous le dire. Donc le signaling est très important, il permet vraiment d'accompagner. Puis le patient en même temps il est acteur. Donc le réveil, donc c'est la phase finale en fait de la transhypnotique. Donc phase de réveil qui doit être prudente. Alors, on peut utiliser plein de façons pour réveiller un patient. Donc, on peut utiliser un décompte. C'est un côté un petit peu ancestral, le décompte. Je compte jusqu'à 10 et vous vous réveillez. Moi, je l'utilise très peu, mais c'est vrai que pour le réveil notamment. Mais c'est vrai que c'est pas forcément très adapté. Alors, moi, je suggère pour réveiller un patient, c'est qu'il s'imagine qu'il réenfile son corps comme s'il renfilait une combinaison et qu'il retrouve progressivement des sensations au niveau de ses mains, de ses jambes, et qu'une fois qu'il a retrouvé progressivement des sensations normales, entre guillemets normales, il pourra rouvrir les yeux, seulement quand lui il l'aura souhaité. C'est vraiment déconseillé de réveiller brutalement un patient en lui demandant d'ouvrir les yeux d'un coup. Vous allez vous réveiller maintenant tout de suite parce que on comprend pas pourquoi il se réveille pas. Encore une fois, on peut pas laisser un patient endormi indéfiniment. C'est-à-dire que on m'a déjà demandé, mais si jamais vous le réveillez pas, qu'est-ce qui se passe? Si on réveille pas un patient en hypnose, il va peut-être, ça va s'apparenter à un sommeil qui va peut-être durer 3-4 heures, mais il finira par ouvrir les yeux. C'est quand même important de le réveiller parce que c'est un peu angoissant quand on n'a plus personne à côté de soi et qu'on est accompagné. Et ensuite, on fait le bilan avec lui.
On fait le bilan de ce qu'il a ressenti, ce qu'il a éprouvé, s'il a effectivement ressenti un bien-être, s'il a ressenti un confort. C'est vraiment complètement différent d'un patient à un autre. Il y a des patients qui vont dire qu'ils se sentent plus légers, d'autres plus lourds, mais c'est souvent une lourdeur agréable, hein, c'est pas une lourdeur, une pesanteur. D'ailleurs, ça c'est quelque chose auquel on fait très attention pendant nos pratiques, parce que si un patient se sent déjà très lourd à cause de sa maladie, parce que ça l'engourdit, ça l'oppresse, on va pas lui suggérer de la lourdeur, on va plutôt lui suggérer de la légèreté. Par exemple, au travers d'un souvenir qui nous a retranscrit, on pourra lui faire focaliser sur des sensations de légèreté comme la brise du vent sur son visage, on pourra lui faire ressentir une sensation de liberté dans de l'eau par exemple. Vraiment faire très attention à ça parce qu'il ne faut jamais être en désaccord avec son symptôme. Ensuite, les indications. Donc nous, on a été formés à l'Institut français d'hypnose, et l'Institut français d'hypnose propose vraiment deux approches différentes. On a l'hypnothérapie, une hypnothérapie qui est vraiment réservée normalement aux psychiatres, psychologues, et hypnoanalgésie plutôt indiquée pour les médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, plus des professionnels qui travaillent dans le somatique. Alors, l'hypnothérapie et l'hypnoanalgésie, c'est deux approches différentes puisque on n'a pas la même formation, mais finalement, ça se rejoint sur certains points. On a une base, un tronc commun d'apprentissage. C'est finalement au fil des 2 années de formation où ça va vraiment se différencier. L'hypnothérapie, la formation est sur 3 ans. C'est en rythme de DU, c'est-à-dire c'est des week-ends, un week-end tous les mois ou tous les 2 mois. L'hypnoanalgésie, par contre, est sur 2 ans. Donc là, vous avez les indications en fonction des formations et des approches. Donc nous, Docteur Peigné et puis Anne-Sophie qui est également dans la salle et moi, on est formé en hypnoanalgésie, donc surtout sur la prise en charge des symptômes douloureux. Donc je vous ai marqué douleur neuropathique, fibromyalgie. Je les ai pas mis, mais en hypnoanalgésie, on a aussi une compétence pour l'accompagnement lors d'acouphènes. Donc c'est important parce que les patients acouphéniques, c'est un problème où les gens se sentent vraiment démunis. Donc les contre-indications que j'avais évoquées au départ avec vous, donc la schizophrénie est une contre-indication absolue à l'utilisation de l'hypnose, dans la mesure où elle permet d'accéder à un état dissociatif. Alors après, il y a des psychiatres qui l'utilisent avec des patients schizophrènes, ça c'est de leur compétence, je sais que j'ai déjà des collègues psychiatres qui me disaient qu'ils l'utilisaient avec, mais il faut une grande confiance, il faut un grand professionnalisme, en tout cas nous on ne l'utiliserait pas. On peut pas non plus, c'est important, si les craintes, vous avez ces questions-là, on ne peut pas réveiller un état schizophrénique sous hypnose, c'est important. La paranoïa, donc effectivement, l'explication, elle vient d'elle-même, c'est-à-dire qu'en utilisant des suggestions, on peut accentuer le côté de persécution du patient. Et la troisième contre-indication, c'est l'utilisation de l'hypnose en monothérapie, notamment en hypnoanalgésie, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'utiliser seul en hypnoanalgésie. En hypnothérapie, les thérapeutes, psychologues, psychiatres, ils peuvent l'utiliser seuls. Ça, c'est tout à fait une indication. Mais en douleur chronique, il faut bien se rendre compte que la douleur, l'hypnose traite une composante de la douleur. Elle traite pas toute la composante. Elle traite surtout la composante émotionnelle et cognitive de la douleur, mais elle traite pas le problème en lui-même. Si vous avez une lésion quelle qu'elle soit, l'hypnose va pas effacer la lésion, elle va pas effacer l'inflammation. Elle va simplement, on va simplement effacer le retenti de cette douleur sur le corps. On dit souvent qu'il y a 3 tiers de douleur. On a 1 tiers de douleur physique vécue, actuelle, présente. On a 1 tiers de douleur anticipée, mince, je vais avoir mal, j'en ai marre d'avoir mal, combien de temps ça va durer? Et on a 1 tiers de douleur, mémoire de la douleur, ce qu'on appelle la mémoire de la douleur. Ça fait très longtemps que j'ai mal, j'en peux plus, et cette douleur fait partie de moi depuis des années. Donc en hypnose, on va agir surtout sur le tiers du passé, c'est-à-dire le retentissement du vécu de la douleur, et surtout sur l'anticipation de la douleur. On n'agira pas sur le tiers de la douleur inflammatoire ou